Le 6 août 1974, en fin de journée, à l'heure où la plupart des employés rentrent chez eux, une camionnette de déménagement se présente devant le parking souterrain de la tour sud du World Trade Center. C'est l'une des 2 tours jumelles qui dominent New York et qui s'écrouleront comme un château de cartes le 11 septembre 2001. À bord de la camionnette, 4 personnes. Le Français, Philippe Petit, Annie, sa compagne, un autre Français, Jean-François, et un Américain prénommé David. Affublés de casques de chantier, les 3 hommes descendent du véhicule et se présentent aux gardiens. Nous sommes déménageurs. Pour prouver leur identité, ils présentent une facture et des badges. Des faux, évidemment. L'agent de sécurité y jette un œil. C'est parfait. Puis, il lève la barrière et laisse entrer le véhicule, sans songer à inspecter ce que renferment les caisses à roulettes qui se trouvent à bord. Une fois à l'intérieur, le petit groupe décharge le matériel. Puis, Annie entame un demi-tour pour sortir du parking avec la camionnette. Juste avant, elle serre très fort Philippe dans ses bras, sans savoir s'il s'agit d'un au revoir ou d'un adieu. Car ce que Philippe s'apprête à réaliser est tout simplement fou. Il va monter au sommet des tours jumelles, tendre un câble d'acier entre les deux et marcher dessus. Il a baptisé son exploit le crime artistique du siècle. Cette performance, qui pourrait lui coûter la vie, Philippe Petit en rêve depuis des années, précisément depuis un après-midi de 1968. Alors qu'il patiente dans la salle d'attente chez son chirurgien dentiste, il feuillette un Paris Match et tombe sur une double page sur laquelle il y a un schéma. Il s'agit du projet des futures tours jumelles qui doivent s'élever au sud de Manhattan, dans le quartier d'affaires. Elles vont mesurer plus de 400 mètres de hauteur. Philippe Petit est comme hypnotisé par ces 2 cubes de béton qui s'élancent vers le ciel. Il arrache les pages du magazine, les rapporte chez lui et trace un trait entre les 2 tours. Un fil. À 18 ans, il se met en tête de passer d'une tour à l'autre en marchant sur un câble perché à 400 mètres de hauteur. Philippe est un doux rêveur dans cette atmosphère post-68arde. Il est à la fois jongleur, cracheur de feu, magicien et funambule. Bref, c'est un drôle d'oiseau qui aime virevolter entre ciel et terre, qui adore plus que tout jouer avec le vide. Il a d'ailleurs monté un petit spectacle de funambule avec lequel il sillonne la France en compagnie d'un copain prénommé Jean-Loup. Oh non, je peux pas regarder. Mais ça ne lui suffit pas. Alors, avec la complicité de Jean-Louis, de sa petite amie, Annie, et de quelques proches, il prépare religieusement, durant 1 an, un premier coup d'éclat qui ne va pas passer inaperçu. Un matin de 1971, il tente un câble entre les tours de Notre-Dame de Paris. Sans ligne de vie, vous savez, cette sécurité qui le relie au câble. Il va et vient, s'assied, s'allonge et jongle sous les yeux émerveillés des Parisiens. La police ne tarde pas à se rendre sur place. Et bien sûr, les agents sont incapables d'aller le chercher. Du haut d'une tour, on lui crie qu'il est en état d'arrestation. « Non », répond Philippe, « je suis en état d'apesanteur. » Un poète, ce Philippe. Enfin, il finit par se rendre docile. Son acte est totalement illégal, c'est vrai, mais il est gratuit, effectué pour la beauté du geste. Il ne compte pas en rester là. 2 ans plus tard, en 1973, c'est à Sydney que cet incorrigible casse-cou réalise un nouvel exploit. Il marche entre 2 pylônes du Harbour Bridge, un gigantesque pont. Le câble, long de 70 mètres, lui a été offert par un industriel australien en échange d'un spectacle donné pour tous les employés. Ces 2 premiers coups ne sont au fond que les répétitions générales du clou du spectacle, de la traversée qui obsède le funambule, les Twin Towers. Mais cette fois, le défi est d'une autre envergure. Comment tromper la surveillance des gardiens et pénétrer dans ces 2 tours tout juste sortis de terre? À cette époque,
C'est très compliqué. Elles sont interdites au public. Comment acheminer le matériel sur 111 étages jusqu'aux terrasses, puis tendre un câble de 61 mètres entre les deux sommets? Comment, à plus de 400 mètres du sol, anticiper les caprices du vent qui fait légèrement osciller les deux tours? Ses amis le mettent en garde, lui disent que c'est impossible. Justement, c'est ce qui lui plaît à Philippe. Bonne chance. Alors, en janvier 1974, il se rend à New York pour repérer les lieux. Sur place, il se fait passer pour un journaliste du magazine d'architecture Metropolis. Grâce à cette couverture, il a droit à une visite complète des tours, y compris des terrasses les plus hautes. Accompagné d'un complice, le photographe américain Jim Moore, censé le suivre pour son reportage, Philippe prend quantité de photos sur les toits. Il repère tout particulièrement les points d'ancrage possibles pour le câble qui devra relier les tours. Un autre complice, Barry Greenhouse, lui permet de faire d'autres repérages en passant par un escalier de service. Ce businessman, qui travaille au 82e étage de la tour sud, a été mis dans la confidence et il se dit prêt à aider ce Frenchie qui n'a pas froid aux yeux. Philippe inspecte encore et encore. Il fait des calculs, mesure la vitesse des vents et se familiarise avec le vide. 400 mètres de gaz, comme on dit dans le jargon, jamais il ne s'est retrouvé avec autant de vide sous les pieds. Enfin, avec le photographe, il loue un hélicoptère pour photographier les Twin Towers sous tous les angles. Puis, il repart en France en donnant rendez-vous à Jim au mois de mai suivant. 4 mois, c'est le temps que Philippe se donne pour réussir son coup, pour s'entraîner dans une ferme de la Nièvre, loin des curieux. Là, sur un fil long de 61 mètres, il s'astreint à des exercices spécifiques. Pour simuler les vents qui soufflent au sommet du World Trade Center, il demande à ses amis de secouer violemment le câble. Annie et Jean-Louis sont là, bien sûr, mais aussi Jean-François, Marc, rencontré à Sydney, et les Américains David et un autre nommé Alan. Des maquettes très précises des tours jumelles ont été fabriquées, et les discussions vont bon train pour décider de la meilleure façon de tendre le câble. Bon, j'ai un plan. Finalement, la technique retenue est celle du tir à l'arc. Un fil de nylon sera envoyé d'une tour à l'autre, accroché à une corde, elle-même accrochée à une autre corde plus épaisse, et enfin au câble en acier. Jean-Louis, qui sera l'archer le jour J, s'entraîne des heures et des heures dans le jardin. Mi-mai, la fine équipe est prête et débarque enfin à New York. Le 6 août 1974, au soir, le plan est mis à exécution. Au départ, il se déroule sans accroc. Enfin, dans un premier temps. On l'a raconté au début, Philippe, Jean-François et David pénètrent dans la tour sud déguisés en déménageurs. Là, ils sont supposés rejoindre leur ami américain, Barry, qui se trouve dans son bureau du 82e étage. De là-haut, ils finiront à pied jusqu'au toit. Mais au moment de pénétrer dans l'ascenseur, Philippe lance au groom « Étage 104 ». Sans poser de questions, celui-ci appuie sur le bouton. Bien joué. Cela épargnera de précieux efforts au petit groupe qui n'aura plus que 6 étages à gravir à pied. Pendant ce temps, la deuxième équipe arrive à la tour nord. Il s'agit de Jean-Louis et Alan, en tenue de businessman. Ils entrent avec de faux badges fournis par Barry, leur complice du 82e étage. Tout le monde est dans la place, il faut maintenant atteindre les toits. Dans la tour sud, Philippe et ses acolytes progressent vers le sommet avec le matériel. Mais en cours de route, pris de panique, David renonce. Trop dangereux. Il laisse en plan Philippe et Jean-François, puis dévale les escaliers 4 à 4. Quelques instants plus tard, à un étage intermédiaire, un bruit de pas interrompt les deux hommes. Vite, ils se cachent sous une bâche. Un gardien est là, à quelques mètres. Il ne les voit pas. Ouf. Puis il allume une cigarette. Pendant près de 3 heures, le gardien fait sa pause. Cachés, juste à côté, Philippe et Jean-François rongent leurs freins. Le temps est compté. Il faut tout installer pendant la nuit. Heureusement, le gardien quitte les lieux et les deux complices finissent leur ascension. De l'autre côté, dans la tour nord, Alan a aussi lâché Jean-Louis.
La nuit est désormais tombée sur Manhattan. Les portes des 2 tours sont closes. Au sommet, il y a donc Philippe et Jean-François d'un côté et Jean-Louis seul de l'autre. Les 2 groupes communiquent grâce à des talkie-walkie. Et oui, il n'y a pas de téléphone portable à cette époque. Tu me reçois? Puis, comme prévu, sur la tour nord, Jean-Louis s'empare de son arc et tire en direction de la tour sud. Bingo, il fait mouche. Philippe, qui se trouve en face, parvient à mettre la main dessus. Il commence alors à tirer. Le fil, la corde, le câble d'acier. Mais il tombe et la corde se déroule. Mince. Jean-François et Philippe rattrapent le tout comme ils peuvent. Mais ils doivent désormais hisser 120 mètres de câbles emmêlés qui pendouillent entre les 2 tours. Et le temps presse. Alors que l'aube se lève sur New York, rien n'est prêt. Sur les toits de la tour sud, les 2 hommes sont épuisés. Ils courent d'un point d'ancrage à l'autre, ficelés au banc. Pendant ce temps, dans les buildings, les ascenseurs sont remis en marche, ce qui signifie que les gardiens peuvent surgir d'un moment à l'autre. Finalement, un peu avant 7 heures du matin, l'installation est en place. C'est le pire câble jamais installé, dira plus tard Jean-Louis. Peu importe. Philippe enfile sa tenue noire et prend de premiers appuis sur le câble. Il n'a pas eu le loisir de le tester. La traversée qui l'attend est un véritable saut dans le vide, du moins dans l'inconnu. Mais pas question de faire demi-tour. Après une nuit blanche, éreintante, il s'élance à 400 mètres du sol sur un câble incertain. Son visage est crispé. Une pensée lui traverse l'esprit. Et s'il échouait? Mais peu à peu, il se rassure. Il sent que ce câble installé à la va-vite est finalement parfaitement stable. Dans le ciel clair de Manhattan, le spectacle peut enfin commencer. Et la magie opère. Durant 3 quarts d'heure, Philippe Petit multiplie les allers-retours. 8 au total. Les New-Yorkais, qui arrivent au travail ce matin-là, ont les yeux levés vers le ciel. Ils n'en reviennent pas. Les policiers non plus d'ailleurs. Alertés, ils arrivent sans perdre une minute sur le toit de la tour sud, où Jean-François est arrêté manu militari. De l'autre côté, sur la tour nord, Jean-Louis réussit à filer, après avoir pris de nombreuses photos. Quant à Philippe Petit, il réalise enfin son rêve. Se jouant des policiers qui lui parlent, il avance et recule. Et comme il s'allonge sur le câble, il dira même avoir failli s'endormir dessus. Dans la rue, un véritable attroupement s'est formé. Barry, Jim et Annie sont là. Ils balancent entre la peur panique pour leur ami et la joie immense de sa réussite. Lorsqu'il regagne le toit, Philippe est arrêté à son tour et conduit au poste de police, où il est interrogé, puis il subit un examen psychiatrique. Finalement, il s'en tire à bon compte. Son exploit est salué dans le monde entier. Le procureur du district de New York, amusé, abandonne même toutes les poursuites à son encontre, mais en échange, il lui demande de réaliser un spectacle aérien gratuit pour les enfants dans Central Park. Plus tard, Philippe Petit réussira d'autres traversées, officielles celles-ci, à Tokyo, Jérusalem, au-dessus des chutes du Niagara. Elles n'auront plus le petit parfum sulfureux qui plaisait tant aux funambules et qui a contribué à forger sa légende. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. En 2008, le documentaire Man on Wire, le funambule en français, retrace cette incroyable épopée à partir des images d'archives tournées à l'époque. Et vous connaissez le plus beau? Avec ce film, Philippe Petit obtient l'Oscar du meilleur documentaire en 2009 à Hollywood. Comme quoi, la gloire, ça ne tient parfois qu'à un fil.